Le garant, logement, formulaire, pièce d'identité, capture d'écran qui prouve que je me suis abonné à la chaîne Libra TV. Ouais. Bon les amis, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire le classement des documents pour la demande de visa. Évidemment, dans cette vidéo-là, on va voir un fichier PDF où je vous explique de A à Z comment j'avais classé mes documents pour la demande de visa. Donc, on va voir ça après. Et aussi, d'ici la fin de la vidéo, je pense que je vais vous permettre de télécharger ce document-là dans la description. Donc, reste jusqu'à la fin, ça va être important. Donc déjà, avant de voir le classement que j'ai utilisé pour avoir mon visa, j'espère que tu as aimé la vidéo parce que c'est essentiel pour moi. C'est très important de liker la vidéo. Objectif 300 likes. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner si tu as envie. Donc les amis, déjà, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent beaucoup de pression pour un classement, pour un simple classement. Toi, quand tu cherchais une admission, tu te mettais en pression. Là, je peux comprendre parce que c'est important d'avoir une admission. Et maintenant que tu as une admission, tu dois déposer un visa. Tu as beaucoup galéré, tu t'es mis en pression. Jusqu'à aujourd'hui, tu as tous les documents qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Et jusqu'à présent, tu continues à te mettre de la pression pour rien, pour un simple classement de documents. Moi, je pense que franchement, faire un classement de documents, c'est la chose la plus simple pour faire une demande de visa. Pendant que tu te mets en pression pour un simple classement, dis-toi qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore trouvé de logement ni de garant. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Un classement de documents, il n'y a pas plus simple. Voilà, donc on va voir ça. Donc moi, comme vous le voyez ici, le classement que j'ai utilisé, que je vous conseille d'utiliser, c'est le 4-3-3. Voilà, évidemment, pour le moment, on ne comprend pas ce que je suis en train de raconter là. Mais t'inquiète pas, je vais expliquer ça rapidement. Il ne faut jamais, écoutez bien, il ne faut jamais, je dis bien jamais, utiliser, aller au consulat avec un 4-4-2 ou bien un 4-5-1. Non, il faut utiliser un 4-3-3. C'est le meilleur classement pour avoir votre visa. Donc là, si on regarde le classement, qu'est-ce qu'on voit? Avec un 4-3-3, déjà, l'objectif, c'est de gagner, c'est d'avoir le visa. C'est pourquoi devant, il y a le passeport qui va nous permettre de marquer des points, de marquer des buts. Voilà. Pour vous, l'objectif ici avec le passeport, c'est d'avoir un tampon du visa dans votre passeport. Donc, c'est votre attaquant principal. Il est votre Robert Lewandowski. Mais pour gagner au match, il y a une chose qui est importante, c'est déjà les prérequis. C'est votre défense qui est 4 ici. Vous avez votre photo, vous avez votre pièce d'identité, vous avez votre message de prise de rendez-vous, vous avez votre message de fin de procédure. Vous avez tout ce qu'il faut, mais comme vous le savez, si vous avez une défense qui est solide et que devant, ça avance pas, ça marque pas, ça ne sert à rien, vous n'allez pas gagner le match. C'est pourquoi devant, ici, l'attaque à 3, j'ai mis votre garant et votre logement parce que c'est eux qui pourront faire la différence. Votre garant, c'est votre Sadio Mané en fait. Il faut qu'il fasse la différence, il faut qu'il accélère, il faut qu'il déborde sur les côtés. Il faut que votre logement soit solide. Sinon, votre passeport là, il ne va pas marquer. Il n'y aura pas de tampon du visa. C'est pourquoi je vous conseille fortement de faire attention à vos deux excentrés, que ce soit droite ou gauche, votre garant et votre logement. Voilà, c'est important pour avoir le visa. Mais attention, parfois, comme vous le savez, votre garant, vos excentrés, ils ne sont pas en forme ou bien ils ne sont pas contents parce que le salaire est faible. Voilà, c'est comme Sadio Mané, il a quitté Liverpool parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'est à cause de son salaire. Donc, dites-vous que ça peut arriver que vous n'avez pas un bon garant, un bon excentré qui est nul, qui ne va pas aider votre passeport à marquer. C'est pourquoi c'est très important dans ce cas-là d'avoir un milieu de terrain solide. C'est pourquoi ici, on retrouve des joueurs comme Toni Kroos, qui est ici votre formulaire de demande de visa. Et aussi à côté, il y a Luka Modric, votre admission qui est essentielle. Mais par contre, tout ça, ça ne va pas fonctionner si vous n'avez pas un Casemiro derrière ici. Pour aider votre milieu, c'est votre lettre explicative. Donc, la lettre explicative, c'est votre Casemiro. Très important parce que c'est lui, c'est votre lettre. C'est elle, la lettre là, qui va aider, voilà, qui va compenser le problème de votre garant et de votre logement qui sont parfois fatigués ou bien qui n'arrivent pas à déborder sur les côtés pour faire la passe à votre passeport. Donc, important d'avoir un Casemiro ici, votre lettre explicative. Donc, franchement, ça c'est le 11 titulaire, indiscutable.
vous ne pouvez pas avoir le visa sans ce 11 type là. Vous sortez ici, un seul jour, le visa c'est fini. Si vous enlevez votre formulaire, le visa c'est fini. Si vous enlevez votre admission, vous n'aurez pas le visa. Et pareil, votre lettre explicative, ce n'est pas obligatoire comme je l'ai dit, mais c'est votre lettre qui va aider votre milieu en cas de problème. Donc il faut la mettre, c'est important, c'est votre Casemiro. Voilà. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer au classement que vous avez fait pour avoir mon visa qui est juste en bas ici. Donc moi, comment vous avez fait? Voici, donc on verra, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pourquoi c'est très important de patienter pour voir ça. Donc déjà, avant de déposer votre visa, il y a des choses qu'il faut faire avant. Je suppose que vous avez déjà le document de prise de rendez-vous que vous allez présenter une fois que vous allez arriver au consulat. En fait, c'est un message que vous allez montrer aux personnes pour dire que, ok, moi, j'ai pris un rendez-vous aujourd'hui, j'ai le droit de rentrer pour déposer mon visa. Voilà. Autre chose, c'est vos photos d'identité. Voilà, il faut faire des photos, tu vois, les photos, les petites photos là qu'on appelle e-photos, ça aussi c'est important avant de commencer. Et votre passeport original qui est en cours de validité, minimum peut-être 12 ou 15 mois. Et aussi votre pièce d'identité. Ça c'est pour commencer. Ensuite, moi, comment vous avez fait? Donc là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de classer vos documents. Évidemment, il n'y a pas qu'une seule façon. Mais tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est de faire n'importe quoi. Et quand je dis il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est par exemple, si ici, vous avez vos documents de logement et ici, vos documents de la prise en charge, il ne faut pas prendre un document du logement et le mélanger à l'intérieur du document du garant. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Voilà. Quand vous faites un classement, il faut toujours mettre les documents d'hébergement ensemble et les documents de garant ensemble. Il ne faut pas les mélanger comme ça. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, moi, comme vous le voyez ici, j'ai d'abord mis le formulaire de demande de visa que j'ai évidemment rempli en ligne. Après, j'ai signé avec mon stylo et j'ai écrit la date. Ensuite, j'ai pris mon passeport, j'ai photocopié les 5 premières pages. Évidemment, là, je vous dis une chose, hein, il y avait des personnes qui m'ont conseillé de photocopier tout le passeport. Et le passeport, ça fait 1200 pages. Hein. Non, je rigole. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez jamais voyagé, photocopiez seulement les 5 premières pages. Voilà, ça va faire l'affaire. Et ensuite, photocopie pièce d'identité, recto verso. Ça, c'est très important. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris le formulaire comme ça. Et en bas du formulaire, j'ai mis les photocopies de mon passeport. Et en bas de ça, j'ai mis les photocopies de ma pièce d'identité. Je rappelle que ce n'est pas du tout obligatoire de faire comme ça. Mais comment moi, j'avais fait? C'est important. Voilà. Donc ensuite, en 4e position, tu sais, j'avais un message de fin de procédure que Campisens m'a envoyé par mail. Ce message-là, je l'ai imprimé et je l'ai mis en bas de ces 3 autres documents-là. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, moi, en 5e position, j'ai mis attestation d'acceptation et accord préalable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme vous le savez, moi, j'étais accepté sur Parcoursup. Et quand tu es accepté en dehors de Campisens, l'accord préalable seulement ne va pas suffire en fait. Il faut aussi une attestation d'acceptation Parcoursup ou bien une école privée. Donc si toi, tu es accepté sur Campisens, tu n'auras pas besoin d'attestation d'acceptation. L'accord préalable seulement suffit. Voilà, je pense que tu as compris les 5 documents que j'ai mis vraiment au-dessus, en haut quoi, tu vois. Maintenant, on va passer au 6e. En fait, à partir de la 6e position, j'ai commencé à mettre mes documents du garant en bas de tous les documents que je vous ai montrés tout à l'heure là. Et attention, moi, je pense que vous le savez, j'avais 2 garants. Déjà, il y avait un garant qui résidait en France. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ce garant-là? Ok, le garant, il m'a envoyé 4 documents. Il m'a écrit une attestation de prise en charge. J'ai vraiment pris d'abord l'attestation de prise en charge que j'ai mis en haut. Je l'ai mis en haut en fait. Pour que quand le consulat il regarde les documents, quand ils font comme ça, par exemple, quand ils font comme ça et qu'ils viennent ici, ils voient que ça, c'est un garant qui va commencer. C'est pourquoi j'ai commencé par mettre attestation de prise en charge. Et quand j'ai mis l'attestation de prise en charge, ensuite j'ai mis ces 3 derniers bulletins de salaire. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et ensuite, l'avis d'imposition en bas. Et pour finir avec ce garant-là, j'ai mis le titre de séjour en cours de validité pour mon garant en France. Là, je rappelle que vous pouvez bel et bien commencer par le titre de séjour, il n'y a pas de souci, mais c'est moi qui ai choisi de faire comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier garant en France. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'avais un autre garant au USA, en Amérique. Voilà, donc là, ce que vous remarquez là, c'est qu'il m'a donné 3 documents.
là, il n'y a pas d'avis d'imposition. Souvent, il y a des personnes qui me demandent si j'ai un garant en Amérique, est-ce qu'il va me donner un avis d'imposition? Moi, franchement, quand je dépose mon visa avec un garant en Amérique, il ne m'a pas donné d'avis d'imposition et aujourd'hui, je suis en France. Je pense que vous avez la réponse à votre question. Voilà. Par contre, garant en France, chercher un avis d'imposition, c'est important. Donc, le garant là, il m'a donné attestation de prise en charge. C'est 6 derniers bulletins de salaire et une pièce d'identité en cours de validité. Là, vous avez remarqué une chose, j'ai dit 6 derniers bulletins de salaire. Pourquoi ça? Parce que moi, la personne, quand je l'ai contacté, elle habitait à New York. Elle m'a dit qu'elle est payée chaque 2 semaines en fait. Chaque 2 semaines. C'est-à-dire que dans un mois, il a 2 bulletins de salaire. Du coup, moi, j'ai choisi de prendre le maximum de bulletins de paye pour être sûr à 100%. Voilà. Parce que quand je dis les 3 derniers bulletins de salaire, il va me donner qu'un mois et 2 semaines. Voilà. Là aussi, je ne me rappelle pas très bien, mais je pense que c'était 6 derniers bulletins de salaire. Voilà. Donc là, ce que tu dois remarquer ici, c'est que moi, je n'ai pas écrit une seule attestation de prise en charge en mettant les 2 garants. J'ai vraiment écrit 2 attestations de prise en charge. Ici, j'avais mis, si je ne me trompe pas, environ 200 quelques euros par mois. Et là, j'ai mis le reste en fait. Parce que le garant là, il gagnait plus que le garant là. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les documents du garant 1 ensemble. Et ensuite, les documents du garant 2 ici, ensemble. Je les ai mis comme ça après. Voilà. Là ensemble, et après comme ça. Comme ça, quand le consulat il regarde, il voit. Et là, boum, il voit une autre attestation de prise en charge. Et là, ils savent que c'est un autre garant qui va commencer. Voilà. Il ne faut pas mettre les bulletins de paye des 2 garants ensemble comme ça. Sinon, ils vont se tromper. Ils ne vont pas comprendre. Il faut séparer par attestation de prise en charge pour qu'ils voient qu'il y a un autre garant qui va commencer. Voilà. Donc ça, c'est concernant le garant. Ensuite, en 8e position, j'ai mis les documents d'hébergement. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai mis. Il m'a donné attestation d'hébergement. Il m'a donné une facture téléphonique, si je ne me trompe pas, et un contrat de location et un titre de séjour en cours de validité. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on vous demande, c'est un justificatif de domicile. Ça peut être une facture téléphonique ou bien une facture autre chose, OSD, je ne sais pas quoi, mais tout ce qu'on vous demande, c'est un certificat de domicile. Ça peut être une quittance de loyer. Voilà. Donc là, franchement, ce n'est pas du tout forcément obligatoire d'avoir un contrat de location. Là, c'est une question qui revient tout le temps. Mais moi, pour vous rassurer, j'ai vraiment connu des gens qui ont déposé le visa sans contrat de location. Ça, je vous le dis. Voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avec sans contrat, ce n'est pas possible d'avoir le visa. Oui, c'est possible. Tout ce qu'on vous demande, c'est de justifier le domicile de la personne. Par contre, il y a des choses qui sont obligatoires. C'est par exemple une carte de séjour qui est en cours de validité. Voilà. Et une facture au minimum. Et attestation d'hébergement. C'est comme ça que j'ai fait. Donc en fait, tous ces documents-là d'hébergement, je les ai mis en bas de mes documents du garant. Voilà. Donc en 9e position, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai écrit une lettre explicative. N'oubliez pas notre Casemiro ici au milieu de terrain. Voilà, c'est notre Casemiro. C'est pourquoi j'ai mis une lettre explicative en bas de mes papiers d'hébergement. Une lettre où j'ai expliqué au consulat que voilà, j'ai un problème d'hébergement. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit cette lettre-là. Voilà, j'ai oublié qu'est-ce que vous avez mis, mais c'était très simple parce que moi, je pense que vous le savez. Là, la distance entre la ville où je suis accepté et Lyon, c'était 180 km environ. Écoutez bien, je dis bien 180 km. Parce que moi, j'étais accepté dans cette ville-là en BTS à Toulouse. Voilà. Et mon logement, c'était à Lyon. Et Lyon, ça, 180 km. N'oubliez pas que Campus, il disait quoi? Que la distance maximale à ne pas dépasser pour votre logement au visa, c'est environ 65 km si je ne me trompe pas. Et moi, 180 km et j'ai eu mon visa parce que j'ai écrit cette lettre explicative là. Voilà. Pour dire que une fois en France, je vais être hébergé par mon frère à Lyon. Voilà, les premières semaines. Et ensuite, j'ai prévu d'aller dans la ville où je suis accepté parce que je suis en train de chercher un logement là-bas. C'est comme ça que vous avez fait en fait. Et ça a fonctionné pour moi. Ok? Donc, j'ai mis quand même NB ici parce que je vous ai cité beaucoup de documents ici. Mais comme tous les pays, ce n'est pas pareil. Il y a des pays, on parle de faire un entretien pédagogique, je ne sais pas, à l'ambassade, mais ça, il n'y a pas ça au Sénégal. Il y a des pays où on demande d'amener des relevés de notes, des diplômes. Mais franchement, moi, quand je déposais mon visa, ils ne m'ont pas demandé de relevés de notes ni de bulletins. Tout ça,
on nous le demande à Campi Sens. Voilà, donc moi, je ne sais pas vous, mais nous, ce n'est pas obligatoire dans les bulletins et les diplômes. Ensuite, il y a des pays, il faut un TCF, il faut un test de connaissance en français. C'est souvent des pays comme le Maroc ou bien la Mauritanie, Algérie. Voilà, je ne connais pas trop, mais au Sénégal, ce n'est pas du tout obligatoire. Autre chose, c'est qu'avant, il y avait un document qui était demandé, c'est l'autorisation de sortie du territoire. Mais ça, c'est plus obligatoire. Donc ça, je tiens à préciser ça. Voilà. Et le dernier document, n'oubliez pas, il faut cliquer sur le bouton s'abonner et faire une capture d'écran. Et ce document-là, vous le mettez en bas de vos documents, vous l'imprimez et vous le mettez en bas pour prouver au consulat que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube de Elibra. Ça va maximiser vos chances d'avoir le visa. Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié quelque chose. N'oubliez pas, le document, je vous le mets dans la description. Vous cliquez, vous téléchargez le document, vous le gardez. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce classement-là, c'est comme ça que vous avez fait et vous avez mon visa. Vous aussi, vous pouvez faire un classement différent. Si vous voulez en 4-4-2 ou bien en 4-5-1, c'est comme vous voulez. Mais le plus important, c'est de ne pas mélanger tous les documents. Il ne faut pas mélanger un bulletin de salaire d'un garant et l'autre bulletin de salaire d'un autre garant. Il ne faut pas que ça soit tout mélangé, sinon vous fatiguez le consulat, ils ne vont pas avoir envie de regarder vos documents. Voilà, séparez tout et ensuite vous assemblez tout. C'est comme ça que vous appelez ça. Donc, je vais regarder le temps, combien de minutes j'ai parlé. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, très important pour moi. Et si la vidéo vous a aidé, laissez-moi un petit like, ça me fait plaisir, on aime bien les likes quoi. Et donnez votre avis en commentaire, est-ce que la vidéo vous a plu ou pas. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt, bang bang bang.